Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le 12 novembre 2025, à Washington, la Cour suprême a fixé au 21 janvier 2026 une audience concernant le recours présidentiel visant la révocation de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook. Le calendrier est confirmé, tandis que l'issue juridique demeure incertaine. Le même jour, à Washington, le département du Trésor a imposé des sanctions visant 32 personnes et entités liées à des réseaux de missiles et drones iraniens répartis dans 8 pays. Le communiqué précise que les mesures visent à limiter les flux financiers et matériels associés. Le même jour, à San Antonio, les services migratoires ont indiqué que l'auteur présumé d'une fusillade mortelle dans une entreprise de paysagisme était en situation irrégulière. La police poursuit l'enquête sur le mobile et les armes utilisées. Semaine 12 novembre 2025, à Washington, le Congrès a adopté un texte mettant fin au shutdown fédéral après 43 jours d'arrêt partiel, texte signé par le président dans la soirée. Le compromis finance l'administration jusqu'au 30 janvier, sans régler les subventions ACA encore en discussion. Le 14 novembre 2025, à Washington, le département d'État a approuvé une vente potentielle de 330 millions de dollars de pièces et services pour F-16 à Taïwan. Cette notification constitue la première sous l'administration Trump en 2025 et ouvre une phase de revue par le Congrès avant contractualisation. Le 14 novembre 2025, au Texas, Alphabet Google a annoncé un investissement de 40 milliards de dollars dans 3 nouveaux data centers à déployer d'ici 2027. Les autorités locales ont relayé l'information en précisant que les implantations exactes seront communiquées ultérieurement. Concernant l'Amérique latine, Le 11 novembre 2025, à Washington, les États-Unis ont confirmé le déploiement d'un porte-avions dans la zone Sudcom pour renforcer les opérations antidrogue. À Caracas, le gouvernement a annoncé préparer une résistance de guérilla en cas d'attaque, selon des sources et documents internes, alimentant les tensions autour de la sécurité maritime et énergétique caribéenne. Le même 11 novembre 2025, en Équateur, les autorités ont transféré 300 détenus considérés, à haut risque, vers une prison de très haute sécurité à Santa Elena, au lendemain de l'émeute meurtrière de Machala. Le bilan officiel fait état d'au moins 31 morts, et Quito affirme vouloir réduire l'emprise des gangs dans les centres pénitentiaires. Ce même 11 novembre 2025, au Venezuela, des reportages ont mis en évidence une hausse des retours de migrants après le durcissement américain sur l'asile et l'augmentation des refoulements. Les autorités de Panama rappellent que 302 203 traversées du Darién ont été enregistrées en 2024, en baisse de 42% par rapport à 2023. Le même jour, 11 novembre 2025, à Belém, les négociations de la COP30 se sont poursuivies avec un accent particulier sur les peuples autochtones et la lutte contre la déforestation. Les délégations ont débattu des financements d'adaptation et des mécanismes de mise en œuvre attendus en Amérique latine. Le 12 novembre 2025, dans l'État brésilien du Paraná, une tornade a causé 6 morts, environ 437 blessés et près de 1000 déplacés, avec des vents estimés entre 180 et 250 km/h. La défense civile signale plus de la moitié de la zone urbaine de Rio Bonito do Iguaçu endommagée, tandis que les discussions de la COP30 à Belém portent sur les réponses aux événements climatiques extrêmes. Le 13 novembre 2025, à Washington, le département du Trésor a annoncé des sanctions visant 27 personnes et entités liées à la famille Isa et à un réseau de casinos et restaurants au Mexique, accusés de blanchir de l'argent pour le cartel de Sinaloa. L'opération, menée avec les autorités mexicaines, inclut une mesure spéciale de la FinCEN coupant l'accès de 10 casinos au système bancaire américain. Les autorités américaines précisent avoir identifié plus de 2 millions de dollars de flux entre 2017 et 2024, tandis que Mexico confirme le blocage de comptes liés à 24 entreprises et 7 personnes. Enfin, ce même 13 novembre 2025, au Chili, la campagne présidentielle a été dominée par les thèmes de l'insécurité et de la criminalité, notamment dans les zones frontalières affectées par le gang Tren de Aragua. Le gouvernement de Gabriel Boric et les principaux candidats ont annoncé des mesures plus strictes sur migration et sécurité dans un pays ayant accueilli 1,3 million de migrants en 10 ans. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le 14 novembre 2025, à Bruxelles,
Google a présenté à la Commission européenne un plan de conformité destiné à répondre à l'amende de 2,95 milliards d'euros infligée en septembre pour pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne. L'entreprise propose des modifications immédiates de ses outils Ad Manager, tandis que la Commission examine ses engagements et rappelle qu'elle pourrait exiger des cessions d'actifs si les remèdes s'avèrent insuffisants. Le 16 novembre 2025, à Dublin, le gouvernement irlandais a approuvé un projet de loi d'arbitrage permettant la ratification de l'accord commercial UE-Canada. Le texte vise à adapter le droit national aux mécanismes de règlement des différends prévus par le CETA, dont l'application complète dépend encore de la ratification par l'ensemble des États membres. Enfin, le 16 novembre 2025, à Bruxelles et aux Nations Unies, un article publié ce jour-là a mis en évidence des divergences persistantes entre États membres sur les résolutions liées à Gaza, illustrées par les votes opposés de la Tchéquie et de la Slovénie lors de la Déclaration de New York. Ces différences compliquent l'adoption d'une position européenne commune sur le conflit et sur la guerre à Gaza. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le même 11 novembre 2025, à Perth, le régulateur australien ASIC a engagé des poursuites contre AVZ Mineral pour manquement de publication concernant le projet de lithium de Manono en République démocratique du Congo. Cette action soulève des interrogations sur le calendrier du projet et sur ses partenaires industriels, alors que Manono est présenté comme l'un des plus grands gisements de spodumène du continent. Le 12 novembre 2025, à Libreville, la Cour criminelle spéciale a condamné par contumace Sylvia Bongo Mondimba et Noureddin Bongo Valentin à 20 ans de réclusion criminelle chacun pour détournement massif de fonds publics et blanchiment. Le jugement inclut une amende de 100 millions de francs CFA et l'octroi de dommages-intérêts à l'État gabonais, tandis que les deux condamnés, exilés à Londres, restent visés par des mandats d'arrêt internationaux. Le 12 novembre 2025, à Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye a démis Aïssatou Mbodj de son poste de coordinatrice de la coalition Diomaye Président, l'accusant de division interne. Le parti PASTEF a rejeté la décision, maintenant sa reconnaissance envers Mbodj, alors que le Sénégal négocie un nouveau programme avec le FMI après la suspension de 1,8 milliard de dollars en 2024. Le 13 novembre 2025, à Dakar, les obligations sénégalaises ont reculé de plus de 300 points en raison d'inquiétudes liées aux dettes dissimulées estimées à plus de 11 milliards de dollars et aux tensions autour des discussions avec le FMI. Le gel du programme de 1,8 milliard de dollars continue d'alimenter les incertitudes budgétaires. Enfin, le 14 novembre 2025, à Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé un renforcement de la transparence et une révision de certains contrats pour accroître la part des recettes minières revenant à l'État, dans un contexte de négociations en cours avec le FMI. Le 14 novembre 2025, à Johannesburg, les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête après l'arrivée d'un avion charter transportant 153 Palestiniens dépourvus de documents complets. 130 passagers ont été admis sous visa de 90 jours, tandis que 23 ont poursuivi leur voyage, et l'ONG Gift of the Giver a assuré leur prise en charge. Enfin, le 14 novembre 2025, à Lagos, l'agence antidrogue nigériane NDLA a annoncé coopérer avec les autorités américaines et britanniques après la saisie d'une cargaison de cocaïne estimée à 235 millions de dollars au port de Tincan. L'enquête doit établir l'origine de la cargaison et d'éventuelles complicités locales dans un contexte de renforcement de la sécurité portuaire. Le 14 novembre 2025, à Abidjan, le gouvernement ivoirien a réuni le corps préfectoral pour préparer des élections législatives présentées comme apaisées. Les autorités ont demandé au préfet de renforcer la médiation locale et la sécurité des bureaux de vote, dans un contexte où l'opposition continue de contester les conditions du processus électoral. Enfin, le 14 novembre 2025, à Ouagadougou, les autorités de transition ont détaillé une affaire de corruption impliquant douaniers, magistrats et un avocat soupçonné de détournement et de blanchiment. La junte souhaite leur renvoi devant une juridiction spécialisée, tandis que le calendrier du procès et les garanties offertes aux prévenus restent à préciser. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le 12 novembre 2025, aux Philippines, le super typhon Fungun a provoqué au moins 18 morts sur l'île de Luzon, après des inondations et des vents violents. Plus d'1 million de personnes avaient été évacuées avant son arrivée, et la tempête s'est ensuite dirigée vers Taïwan en perdant progressivement de sa force. Ce même 12 novembre 2025, les autorités philippines ont indiqué qu'il s'agissait de la 21e tempête de l'année, survenue quelques jours après Kalmaiji, qui avait causé 224 morts aux Philippines et 5 au Vietnam. Le 13 novembre 2025, à Pékin,
le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé à la première ministre japonaise Sanae Takeshi de retirer ses déclarations sur Taïwan, jugées inacceptables. Les autorités chinoises ont dénoncé une ingérence et averti de répercussions possibles sur la relation bilatérale. Le même jour, Taipei a réaffirmé que l'avenir de Taïwan ne pouvait être décidé que par sa population, en réaction aux échanges entre Pékin et Tokyo. Encore le 13 novembre 2025, à Islamabad, le ministre de l'Intérieur Mohsin Naqvi a déclaré devant l'Assemblée nationale que 2 attentats suicides commis cette semaine avaient été réalisés par des ressortissants afghans. Les autorités afghanes ont rejeté ces accusations, affirmant combattre des éléments de l'EIK, accentuant les tensions entre les deux pays. Le 14 novembre 2025, à Tokyo, le gouvernement de Sanae Takeshi a indiqué travailler sur un plan de relance d'environ 17 000 milliards de yens, appuyé par un budget supplémentaire estimé à 14 000 milliards de yens. Les discussions se poursuivent avec les partenaires de coalition avant une adoption envisagée en Conseil des ministres le 21 novembre. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le 10 novembre 2025, à Riyad, l'Arabie saoudite a réaffirmé qu'une normalisation avec Israël nécessitait une feuille de route vers un État palestinien, avant la rencontre prévue entre Mohamed Ben Salman et Donald Trump. Les discussions portent aussi sur un possible pacte de défense allégé entre Washington et Riyad, dont les termes restent en négociation. Le 11 novembre 2025, à Jérusalem, la Knesset a adopté en première lecture un projet soutenu par Itamar Ben-Gvir instaurant la peine de mort pour des militants palestiniens reconnus coupables du meurtre de civils israéliens. Le vote a réuni 39 voix pour et 16 contre, avant un retour du texte en commission pour les lectures suivantes. Le même 11 novembre 2025, à New York, la présidente de la Cour pénale internationale Tomoko Akan a présenté son rapport annuel devant l'Assemblée générale de l'ONU en appelant les États à exécuter 33 mandats d'arrêt encore en attente, dont certains liés au conflit de Gaza. Le représentant palestinien a demandé un soutien public accru, alors que plusieurs pays contestent la compétence de la Cour. Le 12 novembre 2025, à Ankara, les ministres des Affaires étrangères égyptiens Sameh Choukri et Turk Hakan Fidan ont indiqué avoir été consultés sur un projet américain visant à créer une force internationale de stabilisation à Gaza. L'Égypte a insisté sur la protection des civils et le respect du cessez-le-feu, tandis que la Turquie a soutenu une présence internationale acceptée par les Palestiniens et encadrée par l'ONU. Enfin, le 14 novembre 2025, à Gaza, le Hamas a consolidé son contrôle administratif après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu d'octobre, en encadrant notamment les prix et certains flux commerciaux. Les discussions internationales sur une nouvelle gouvernance restent à l'arrêt, alors que plusieurs puissances étrangères demandent le retrait et le désarmement du mouvement. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.